Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, toujours dans cette période un peu difficile. Nous allons aujourd'hui faire le dernier cours de cette première moitié d'enseignement, puisque comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, c'est mon camarade Thierry Motor, que certains d'entre vous connaissent, qui prendra la suite. Et moi, je prendrai donc la suite pour un TD, donc je verrai encore quelques-uns d'entre vous de Colline Gianfrotta, donc le TD de mardi après-midi. À partir de mardi prochain, c'est moi que vous aurez à subir. Voilà pour les nouvelles. Et donc, on va terminer aujourd'hui le cours. Je vais un peu reprendre les notions des algorithmes de primes, notamment, et sur la manière de faire, juste pour terminer. Et ensuite, nous verrons un sujet le plus connu et un des plus historiques dans l'histoire récente de l'algorithmique de graphes, qui est la coloration de graphes. Et je vous parlerai un tout petit peu ce qui va donner ce qu'on appelle le théorème des quatre couleurs qui, depuis la deuxième moitié du 19e siècle, résiste encore à des brillants algorithmiciens comme moi et vous demain, j'espère. Et il y en aura bien un jour qui va réellement tordre le cou à cette conjecture, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc, je vais d'abord partager l'écran. Voilà. Bien. Donc, merci de me dire si vous voyez bien l'écran. OK, merci. Bien, donc on va revenir sur l'algorithmique de prime. Je ne vais pas réexécuter Kruskal, mais donc ce deuxième algorithme, hein, comme je vous l'avais indiqué, qui a été trouvé simultanément. Alors, je ne vais pas faire la preuve, mais j'ai juste rappelé le principe de cet algorithme. En fait, c'est un algorithme qui reste incrémental, qui reste glouton également, mais qui est sur un principe que ce que l'on va chercher à chaque étape cette fois-ci, c'est pas de rajouter une arête qui va former de poids minimum, qui ne forme pas de cycle avec les arêtes déjà choisies, ce qui est le principe de Kruskal. Le principe de prime, c'est qu'on démarre avec un sommet marqué, ici par exemple A, et ce que l'on dit à chaque étape, c'est que tant que, donc on a quelque chose qui va s'exécuter, il existe une arête en fait, avec une extrémité marquée et une non marquée, eh bien, tant qu'on a cette propriété-là, on va marquer l'arête et l'extrémité non marquée, qui est de poids minimum. Donc, à chaque étape, je vais regarder donc s'il y a un sommet non marqué voisin d'un sommet marqué, hein, comme on a vu la semaine dernière, et donc je vais marquer ce sommet, et je vais donc considérer l'arête, puisque je veux fabriquer un arbre. Donc ici, si je regarde à partir de A, les sommets éligibles sont F, qui est voisin de A, C, E et I. Donc, ce sont tous ces voisins-là et donc les arêtes qui les lient. Je vais prendre une de poids minimum. J'ai le choix entre F et I. Bon, disons que je vais prendre donc F, puisque c'est le premier dans l'ordre alphabétique. Donc, même si là, c'est une arête de poids 1, vous voyez qu'à chaque étape, je ne considère qu'un sous-ensemble d'arêtes, ceux qui ont une extrémité marquée et une extrémité non marquée. Donc, je ne vais pas prendre dans l'absolu une arête de poids minimum, mais je vais prendre une arête de poids minimum parmi celles qui sont éligibles. Alors, c'est pour ça que l'on dit que c'est une graine qui pousse comme étant un arbre, c'est que la graine, c'est le sommet de départ, ici c'était le sommet A, et puis on va faire, à partir de cette graine, pousser un arbre, c'est-à-dire qu'à chaque étape, on aura un sous-arbre. On ne va pas avoir, comme dans le cas de Kruskal, des arbres détachés qui vont finir par se réunir. Donc ici, vous voyez que maintenant, B peut être aussi marqué à partir de F. Vous voyez que sinon, eh bien, finalement, on va garder. Et puis, C l'était déjà. Donc, je prends une arête de point, mais par exemple, pour varier, je vais prendre C, encore une fois, et donc marquer celui-ci. Une fois que j'ai marqué celui-ci, eh bien, vous voyez que cette fois-ci, l'arête CH devient éligible également.
Je vais prendre une arête de poids minimum parmi celles qui connectent un sommet marqué à un sommet non marqué. Donc, je vais marquer I. Et vous voyez que mon arbre a tendance à grandir. Ensuite, je vais regarder les voisins non marqués des sommets marqués. Donc, B, voisin de F, H, voisin de C et de I, D, voisin de I et E, voisin de A. Eh bien là, je n'ai plus d'arête de poids 1 parmi celles-là. Je n'ai pas d'arête de poids 2. En effet, j'ai l'arête EH qui est de poids 2, mais cette arête, je ne peux pas la prendre à cette étape-là parce qu'elle ne connecte pas un sommet marqué avec un sommet qui n'est pas marqué. Et donc, dans ce cas-là, ce que je vais prendre, c'est par exemple l'arête, enfin pas par exemple, ici c'est cette arête-là, ici. Ensuite, eh bien, je vais pouvoir prendre celle-là. Ensuite, eh bien, celle-ci. Ensuite, celle-ci, puisque les arêtes de poids 3 sont les plus petites. Et vous voyez qu'il ne reste que D ici. Et que D, je vais le prendre pour l'arête de poids minimum, c'est celle-là, parmi celles qui restent. Et j'ai un arbre couvrant. Et là aussi, je ne ferai pas la preuve aujourd'hui, mais c'est un arbre couvrant de poids minimum. Donc, on a ici le pendant de cet algorithme. Alors, la preuve, bon, je dis que je ne la faisais pas, je donne juste l'idée, c'est qu'à chaque étape I, finalement, là aussi, et ça rejoint un peu la même idée de Kruskal, à une étape I, vous avez déjà dans le graphe un morceau du graphe qui est couvert par un arbre et un morceau qui ne l'est pas. Et on prend la première étape dans laquelle une des arêtes qui aurait été choisie dans l'arbre ne se trouve pas dans l'arbre optimal, qui serait le meilleur. Et on montre par contradiction aussi qu'à partir de cette arête-là, si on refabriquait un nouvel arbre à partir d'un arbre optimal, on obtiendrait un arbre de poids encore inférieur, ce qui est impossible. Donc l'idée reste à peu près la même, mais au lieu de considérer la suite d'arêtes jusqu'à la y étape, comme dans le cas de Kruskal, là on considère le sous-arbre qu'on avait déjà construit à cette étape-là et on le compare à un arbre optimal. Donc c'est à peu près ça l'idée de la preuve. Alors, ce qui est intéressant, c'est en termes d'efficacité, c'est-à-dire ce que l'on avait vu dans Kruskal, c'est qu'il était nécessaire à la fois de trier initialement les arêtes. Ici, ce ne sera pas le cas. Et à la fois, à chaque étape, de vérifier si une arête ne connecte pas deux sommets déjà reliés. C'est-à-dire si on a une arête qui connecte deux sous-arbres, puisque au départ, je vous rappelle, chaque sommet est un petit arbre, deux sous-arbres qui ont des numéros différents. Et ce qui coûtait cher, c'était de renuméroter les sous-arbres, avoir un parcours en profondeur, ce qu'on n'a pas à faire non plus ici. Donc on pourrait dire que ça va être plus rapide. Sauf que ce qui va coûter ici, à chaque étape, c'est que quand vous avez un sommet marqué, alors si je commence par A ici, eh bien A, il va falloir aller voir chacun de ses voisins. Pardon, hop là. Je vais revenir. Effacer tout, voilà. A, je reprends, pardon. Il va falloir voir chacun de ses voisins, F, C, E et ici I. Et pour chacun des voisins, allez voir si ces voisins sont marqués ou non marqués. Donc, ça revient à dire qu'à chaque étape, pour chaque sommet marqué, il faut aller voir le voisinage. Donc, combien on va avoir d'étapes? Si j'ai n sommets dans mon graphe, je vais en avoir n-1 qui vont être dans l'arbre. Donc, je vais devoir faire cette opération n-1 fois. Et à chaque opération, je vais devoir aller voir tous les sommets, tous les voisins des sommets qui sont marqués. Des sommets qui sont marqués, au pire, j'en aurai n-1. Alors, ça commence avec un sommet marqué, puis ça augmente. Donc, on va dire qu'au pire, c'est n-1, puisque là, je suis dans des ordres de grandeur. Et pour chacun, ce que je vais devoir faire, eh bien, ça va être regarder tous ses voisins, ce qui, dans la pire des situations, va être le degré maximum du graphe. Pour chaque étape, là aussi, le degré maximum, c'est si mon graphe est complet, c'est de n-1. Vous voyez que j'ai une complexité de l'ordre de n au cube dans la pire des situations. Alors évidemment, le degré n'est pas toujours égal à n-1, comme je l'indique ici. Et puis, si on a gardé en mémoire des sommets qui étaient marqués à l'étape précédente, on peut aussi un peu accélérer ici.
et avoir pas n-1 chose à regarder à chaque étape, puisque s'il y a déjà des sommets que l'on a regardés et dont tous les voisins étaient aussi marqués, on ne va pas les re-regarder une deuxième fois. Donc on peut évidemment diminuer, et plutôt que d'avoir quelque chose qui est en n au cube dans des graphes en moyenne, alors je ne rentre pas dans cette notion de moyenne, on peut aller vers n carré log n, mais dans tous les cas, finalement, le coût en termes d'opération est similaire à celui de Kruskal. Donc là aussi, le choix de l'algorithme, ce n'est pas vraiment sur la complexité en elle-même. Le choix de l'algorithme entre prime et Kruskal, c'est quel est celui qui est le plus facile à programmer. Alors souvent, les informaticiens, vous vous souvenez que nous sommes tous des feignants, on préfère prime parce qu'il n'y a pas de tri à implémenter. Voilà, c'est la seule chose. Mais de toute façon, aujourd'hui, même si vous, qui allez être des informaticiens, vous devez connaître les algorithmes et les preuves, hein, vous devez savoir comment marche la machine et pas simplement être un clic-bouton. Mais ces deux algorithmes-là sont dans les bibliothèques de la plupart des langages, Python, C, etc. Si vous allez faire tourner un prime ou un Kruskal sur un graphe, c'est déjà implémenté. Tous ces algorithmes sont implémentés. Mais très souvent, vous pourrez avoir potentiellement à implémenter des algorithmes pour résoudre des problèmes qui ressembleront, qui s'inspireront de prime et du Kruskal. Si vous faites de l'informatique d'un peu haut niveau, vous pourrez même avoir à prouver ces algorithmes-là. Et évidemment, vous allez vous resservir de ce que vous saurez des algorithmes et de prime et de Kruskal pour pouvoir justement certifier ces choses. Donc voilà un peu pour ces deux algorithmes qui restent un peu emblématiques. Et je terminerai par finalement juste citer un de nos grands anciens, alors M. Thomassen, qui était algorithmicien des graphes dans les années 70-80, qui était assez connu, et qui avait donné une interview sur France Culture pendant une après-midi pour expliquer l'algorithmique de graphes. À l'époque, c'était très innovant, ça le reste, hein, je vous rassure, mais c'était très innovant. Et donc, qui expliquait que finalement, dans les années 70, comme tout était à faire, des problèmes comme ceux qu'on vient de résoudre là, c'est-à-dire les problèmes élégants avec des solutions efficaces, avaient été déjà trouvés. Il ne restait maintenant que ce qui était difficile et compliqué. C'est assez vrai. Alors là, dans ce cours-là, et vous le reverrez avec Dijkstra, facile ne veut pas dire simple. Hein. Facile veut dire pour lesquels on a une solution efficace. Parce que vous voyez que cette preuve, par exemple, de Kruskal, il fallait la déterminer. Mais en effet, tout ce qui est problème de graphes qui se trouve dans beaucoup de contextes et qui ont des solutions algorithmiques assez efficaces sont les choses que vous allez voir. Vous allez voir Dijkstra notamment. Je vais vous montrer encore un petit exemple là dans la suite. Tout le reste, ce sont des problèmes compliqués pour lesquels on n'a pas forcément de très bonnes solutions. Mais c'est une très bonne nouvelle pour vous parce que c'est ce qui continue de nous donner beaucoup de boulot. Donc, si tous les problèmes étaient aussi faciles que ce problème-là du point de vue de la complexité de l'algorithme, les ordinateurs se programmeraient tout seuls et nous ferions autre chose, du moins nous essaierions. Donc vive les problèmes compliqués. Bien. Alors, donc, maintenant, on va parler d'un autre sujet. On va voir un algo aussi, on verra une preuve, et puis à la fin, on ira vers aussi d'autres considérations, qui sont les problèmes de coloration de graphes, qui reviennent, alors c'est un problème à la fois classique de théorie des graphes, dont je vais vous raconter l'histoire, mais c'est un problème qui se retrouve dans énormément de problèmes réels, un peu au cœur de ces problèmes-là, au cœur des problèmes de constitution des emplois du temps. Il y a un problème de coloration de graphes. Alors, je vous rappelle qu'il est impossible, enfin, je ne vous rappelle pas. Si vous revenez me voir en master, je vous l'expliquerai, mais dans les faits, savoir si vraiment avec les contraintes de salle, d'étudiants, de professeurs, etc., même s'il n'y avait que des contraintes de salle et pas de contraintes, il y a assez de professeurs, les étudiants sont libres tout le temps, etc., et qu'on chercherait par exemple à constituer un emploi du temps qui utilise le moins de salles de TD ou de salles de cours possible, eh bien un programme efficace qui résout ce problème n'existe pas, sauf s'il existe un algorithme efficace qui résout tous les problèmes. Alors, il y a une théorie derrière, sur laquelle là, ce n'est pas le but de ce cours-là, mais
de graphes. Quand vous avez des problèmes d'allocation de ressources, allocation de fréquences radio pour des téléphones portables, allocation de véhicules pour des livraisons, etc., sont des problèmes qui sont difficiles parce qu'au cœur, vous avez souvent un problème de coloration de graphes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le problème qui était connu des Grecs sous l'Antiquité est un problème qui a été remis au jour à la fin du 19e siècle en Angleterre. Donc, c'est l'époque où règne la reine Victoria, qui a un empire énorme, etc., qui est assez contente de son empire. Et finalement, elle se dit qu'elle le connaît mal, à commencer par la Grande-Bretagne. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre un géographe de l'Académie royale, Francis Guthrie, ça se dit Guthrie, et elle va lui demander de faire une cartographie précise de la Grande-Bretagne, qui soit à la fois géologique, mais aussi administrative, avec les comtés, les États, etc., toutes les frontières qu'il peut y avoir au niveau d'un territoire. Et donc, Francis Guthrie, qui va être fait lord par la reine Victoria, va pendant plusieurs années, avec une équipe de géomètres, arpenter la Grande-Bretagne dans tous les sens pour la planifier, faire une cartographie qui reste l'une des premières cartographies précises, avec celle que Napoléon avait fait faire aussi à son époque. Et donc, il est allé présenter ça à la reine Victoria, et la reine Victoria a dit, mais c'est absolument delicious, et donc il serait bon qu'on ait des cartes administratives de ce type qui soient affichées dans toutes les écoles et dans toutes les administrations. Peut-être, même si vous êtes jeune, vous commencez à être un petit peu plus vieux que les plus jeunes, avez-vous eu dans vos salles de classe ces grandes cartes plastifiées dans lesquelles on voyait les États, les régions, etc. Et donc, il a été prévu d'en imprimer une grande quantité. Et pour que ce soit visible, ce que l'on a dit, c'est que, comme dans l'exemple que j'ai pris, mais là j'ai pris la France, de pouvoir réellement voir à l'œil assez rapidement les découpages, ici c'est un découpage en département, et que pour ce faire, eh bien, ce qu'il fallait, c'était pouvoir colorier chaque département, chaque zone, tel que deux départements qui aient une frontière commune et des couleurs différentes, pour que ça saute aux yeux comme vous l'avez ici. Et donc, à partir de là, l'imprimerie royale d'Angleterre a été chargée de faire ces cartes. Imprimer des cartes en couleur avec des zones, eh bien, le responsable de cette imprimerie s'est un peu arraché les cheveux si jamais il en avait en disant mais c'est une catastrophe parce que le nombre de couleurs, à partir de 4-5 couleurs, on n'arriverait plus à faire une impression, ça va être beaucoup trop compliqué de le faire de façon mécanique. Et donc, c'est posé la question de savoir s'il y avait une limite sur le nombre de couleurs nécessaires sur une carte géographique pour pouvoir finalement colorier cette carte de façon à ce que deux zones qui aient une frontière commune aient des couleurs différentes. À la même époque, fin du 19e siècle, on va aller à Paris. À Paris, vous avez des clubs, alors aujourd'hui on appellerait ça des cafés mathématiques. Vous aviez des clubs de mathématiciens qui essayaient le soir, le politiquement correct me pousserait à dire en buvant du chocolat chaud et de l'eau claire, mais pour les témoignages qu'on en a, ce n'est pas vraiment ce qui se passait. Et il y a un club qui, alors vous pourrez aller voir pourquoi il s'appelait comme de cette façon-là, un club de mathématiciens, puisqu'à l'époque c'était des mathématiciens, qui s'appelait Bourbaki. Et donc, Bourbaki a vu que ce problème était intéressant et a essayé de travailler et de répondre à cette question-là et va émettre une conjecture. Alors, donc ici, je rappelle ce problème de géographe venant de Francis Guthrie que Bourbaki a traité. C'est donc, étant donné une carte géographique, c'est-à-dire des zones avec des frontières, trouver une manière de colorier chaque zone avec une couleur, telle que deux zones qui ont une frontière commune et des couleurs différentes. Et y a-t-il un nombre maximum de couleurs tel que toute carte géographique peut être coloriée avec ce nombre de couleurs? Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que finalement, ce qu'a fait Bourbaki, c'est qu'il a modélisé ce problème par un graphe. Et comme vous le voyez ici dans cette pseudo-carte que j'ai prise, eh bien, j'ai associé à chaque zone, chaque département, si vous voulez, un sommet. Et si deux zones avaient une frontière commune, alors à partir de ce moment-là, eh bien, je vais donner, ça reviendra à dire que
je vais mettre une arête entre les deux sommets correspondants. Donc, le problème de coloration de ma carte géographique, avec la contrainte que j'ai donnée, revient à dire que je veux attribuer dans ce graphe une couleur à chaque sommet, et que si deux sommets sont reliés par une arête, il faudra qu'ils aient des couleurs différentes. Et donc, le problème que se sont posés Bourbaki, enfin les membres de Bourbaki, c'est est-ce que dans ces graphes-là, issus de cartes géographiques, il y avait une limitation, une borne supérieure au nombre de couleurs nécessaires pour avoir une coloration. Alors, il y a une conjecture, finalement, qui a été émise par Bourbaki à la fin du 19e siècle, qui était que pour chaque graphe issu d'une carte géographique, j'insiste, eh bien, 4 couleurs suffisent pour colorier ce graphe, les sommets du graphe, avec le fait que deux sommets reliés par une arête aient une couleur différente. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve élégante de cette conjecture. C'est-à-dire, on est presque 150 ans après maintenant. Donc, c'est un problème qui reste entier. Il y a eu une preuve par ordinateur. Alors, là aussi, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, il nous manque un certain nombre d'éléments pour l'instant, mais une preuve par ordinateur qui prétend avoir prouvé en réduisant le nombre de cas, plusieurs centaines de milliers, etc. etc. Ce n'est pas très convaincant, ce n'est pas très élégant. Comme l'avait dit un des fondateurs de l'algorithmique et de la théorie des graphes modernes, qui était Paul Erdős, qui était un Hongrois, c'est que pour tout résultat de ce type, il doit exister une preuve élégante que l'on peut enseigner à des étudiants. Alors, le concept a été poussé et il y a un livre qui s'appelle Proof of the Book, les preuves du livre, qui donne les preuves les plus courtes et les plus élégantes de tous les résultats fondamentaux en algorithmique, mais pour l'instant, on n'a pas ce résultat-là. Donc, si dans le futur, vous avez une preuve élégante pour ce résultat-là, eh bien, écoutez, nous en serons très fiers que vous soyez passé par l'université. Ce que l'on peut faire, et moi, c'est une preuve que je fais en master, c'est 5 couleurs. 5 couleurs, il y a une preuve, et passer de 5 à 4, il y a un blocage qui rend la preuve inadaptée pour les 4 couleurs. Mais alors, déjà là, vous avez une petite question, c'est, on verra ça par la suite, je terminerai avec ça, c'est que j'ai insisté sur un graphe issu d'une carte géographique. Et la question qu'on va avoir, c'est est-ce que tout graphe peut être issu d'une carte géographique? Bien, vous voyez par exemple, déjà, très vite, alors dès que je peux récupérer mon stylo, voilà, c'est que si je prends un graphe complet à 5 sommets, pardon, je ne le dessine pas terriblement bien, excusez-moi, mais ça suffira. Si je prends un graphe complet à 5 sommets, à votre avis, combien de couleurs faudrait-il pour colorier ce graphe, les sommets du graphe, le nombre minimum de couleurs, pour colorier les sommets de ce graphe, tels que 2 sommets reliés par une arête vont avoir des couleurs différentes? Vous voyez que donc si 2 sommets sont reliés par des arêtes, oui, vous avez raison. Puisque chaque sommet étant relié à tous les autres, eh bien dans ce cas-là, chaque sommet devra avoir une couleur qu'aucun autre sommet n'a. Et comme j'ai 5 sommets, il faudra 5 couleurs. Mais si j'avais dessiné un graphe complet à 6 sommets, il aurait fallu 6 couleurs. 7 sommets, 7 couleurs. Donc on pourrait dire, cette conjecture-là, elle a un peu du plomb dans l'aile, passez-moi l'expression, parce que 4 couleurs, là on a déjà des graphes où il y en a 5 ou 6. Et ça veut aussi pouvoir dire que potentiellement, et j'y reviendrai à la fin de ce cours, les graphes qui peuvent être coloriés, qui sont issus de cartes géographiques, ne sont pas n'importe quel type de graphe, et que notamment ce graphe complet à 5 sommets n'est pas un graphe qui pourrait être issu d'une carte géographique. Mais là, maintenant, nous allons nous intéresser à ce problème de coloration de graphes en lui-même, et je reviendrai sur M. Francis Guthrie à la fin de ce cours. Donc, si je définis le problème comme un problème de graphe, j'ai donc un graphe non orienté, ce que je vais appeler une coloration. Donc, il faut imaginer qu'on a un ensemble de couleurs qui est potentiellement infini. Je n'ai pas de limitation sur le nombre de couleurs, ce n'est pas la question. Qu'est-ce que c'est qu'une coloration de G? C'est le fait d'affecter une couleur à chaque sommet
du graphe. Donc ici, une coloration, c'est simplement une application qui va de l'ensemble des sommets vers un ensemble de couleurs et qui, à chaque sommet, attribue une couleur. Donc, comme dans l'exemple du petit graphe que vous avez derrière, là, qui est un graphe célèbre, il y a eu des livres entiers écrits sur ce graphe-là, ce tout petit graphe, parce qu'il se trouve que c'est un contre-exemple à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de théorèmes algorithmiques en graphe qui disent tel algorithme marche ou telle propriété est vraie, sauf dans le graphe de Petersen. Alors, c'est un graphe qui a aussi agité beaucoup de mysticaux, etc., mais c'est un graphe qui a des propriétés en effet très particulières. Mais bref, là, je l'ai pris que comme un exemple. Ça, ce sont les colorations dans l'absolu, sans contrainte. On va dire qu'une coloration est propre si, pour chaque arête, les deux couleurs des deux sommets reliés par cette arête sont différentes. C'est-à-dire, c'est la contrainte dont je vous parlais. Donc, ce sont les colorations propres. Donc, vous voyez, les colorations tout court, c'est un peu tout et n'importe quoi. Les colorations propres ont cette propriété. Donc, très souvent, quand on parle de coloration, on sous-entend coloration propre. Mais en fait, le terme exact, c'est celui-là. Et finalement, quelle est la taille d'une coloration, qu'elle soit propre ou non? Eh bien, c'est le nombre de couleurs que vous avez utilisées. C'est-à-dire que f de V, c'est l'ensemble des couleurs des sommets de V. Donc, c'est un ensemble. Et la taille de la coloration, c'est la taille de ces ensembles. C'est-à-dire, c'est le nombre de couleurs utilisées au moins une fois. Vous voyez que ce que l'on cherche, c'est le plus petit nombre de couleurs, c'est-à-dire la taille minimum d'une coloration propre de notre graphe. Et cette taille minimum d'une coloration propre, c'est ce qu'on appelle le nombre chromatique du graphe, qui se note avec la lettre grecque chi, en général, qui est une lettre qui ressemble à un X. Donc, le nombre chromatique du graphe, la taille minimum des colorations, mon chi vaut ce qu'il vaut, ça se note chi de G. Et vous voyez que c'est une caractéristique du graphe. Après, toutes les couleurs sont équivalentes. Si au lieu du bleu, j'avais mis du jaune et au lieu du rouge, j'ai mis une couleur blanche, vous voyez que ça ne change rien. Si les bleus sont des pommes de terre, les verts des carottes et les rouges des navets, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est le nombre de couleurs différentes. Ce n'est pas la nature des couleurs, ça ne change strictement rien. Alors, ici, par exemple, vous avez 3 couleurs. Et on pourrait se demander si dans ce graphe-là, le graphe de Petersen, on pourrait faire moins. En fait, si vous regardez ici, finalement, ce qu'il y a déjà dans le graphe de Petersen, là aussi, je ne vais pas le formaliser, cette notion-là, mais c'est que tous les sommets sont symétriques ou échangeables. C'est-à-dire que tous les sommets du graphe sont exactement dans la même situation. Vous voyez que si je tourne mon graphe, je garde le même dessin, et si je dépliais le cycle qui est à l'intérieur, là, l'étoile, qui est ici avec ces sommets-là, et que je le déplie à l'extérieur, je vais retrouver le même graphe. Donc tous les sommets sont dans la même situation dans la même situation vue de l'ensemble du graphe. Donc je peux commencer à raisonner à partir de n'importe quel sommet. Et je vais me poser la question de savoir si j'aurais pu faire avec 2 couleurs. Donc commençant d'un sommet, n'importe lequel, donc, et je lui donnerai la couleur 1. Si je peux colorier avec 2 couleurs, eh bien évidemment, de façon propre, bien sûr, évidemment, il faudrait que tous les voisins vont avoir une deuxième couleur. Ça revient donc à dire que puisque je n'ai que 2 couleurs, dans l'absolu, ce sommet-là, il faut qu'il ait la couleur 1. Et pour l'instant, ce que je viens de dire ici, si je sais colorier ce graphe avec 2 couleurs, ça ne dépend pas de mes choix. Ce sont les seules possibilités. Et donc, vous voyez que ce sommet-là a un voisin avec la couleur 1, l'autre avec la couleur 2. Donc, il ne pourrait pas avoir aucune des deux. Donc, il est impossible de pouvoir colorier de façon propre ce graphe avec 2 couleurs. Donc, la coloration avec 3 couleurs qui est donnée ici montre qu'il en existe une à 3. Je viens de vous montrer qu'il n'en existait pas à 2. Donc, pour ce graphe de Petersen, oui, son nombre chromatique est égal à 3. Alors, vous voyez que ce qui a été un peu l'idée sur laquelle on a bâti la preuve, c'est ce cycle-là. Ce cycle-là, si vous comptez le nombre de sommets qu'il y a dessus, il y en a 5. Et c'est à cause de ce cycle de longueur 5 qu'il était impossible de pouvoir colorier avec 2 couleurs. Bien. Eh bien, ce que l'on va voir maintenant, c'est que, en fait, cette notion-là qui dit que si j'ai un cycle impair, je n'ai pas pu colorier avec 2 couleurs,
Elle est la base d'un théorème assez ancien, tellement ancien que finalement on ne connaît pas son auteur, qui dit qu'un graphe est deux coloriable. Alors qu'est-ce qu'on entend par deux coloriable? Ça veut dire qu'on peut le colorier de façon propre avec deux couleurs. Eh bien, la propriété, c'est qu'il est deux coloriable si et seulement si il ne contient pas de cycle de longueur impaire. Donc, là, c'est ce que je vais vous prouver et qui va nous donner évidemment un algorithme. Donc, vous voyez qu'on a encore une fois deux propositions. On a ici la première proposition A, un graphe est deux coloriable. Ici, la proposition B, il ne contient pas de cycle de longueur impaire. Et vous avez la double implication. Alors, pour ce faire, nous allons revoir cette preuve en quelques étapes. Et ensuite, nous allons, pour terminer la preuve, proposer un algorithme qui donnera toujours une coloration propre si et seulement si le graphe ne contient pas de cycle de longueur impaire, ce qui montrera que dans ce cas-là, ça existe. Bien. Alors, je vais effacer. On va partir donc de ces fameux cycles de longueur impaire. Je vais donc ici considérer un cycle de longueur impaire. Je considère le cycle tout seul comme étant le graphe. Et donc, de longueur impaire, ça veut dire qu'il y a un nombre impair de sommets. Et je vais numéroter, alors je tourne comme ici dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais numéroter les sommets de ce cycle à partir du sommet 1, puis 2, puis 3, etc. Évidemment, le dernier sommet que je vais numéroter, qui se trouve à gauche du sommet 1, donc, va avoir le plus grand numéro. Et puisque j'ai considéré que j'avais un nombre impair de sommets, ce numéro sera impair. Donc maintenant, essayons de voir si on peut colorier ce cycle avec deux couleurs, coloration propre, bien sûr. Comme vous le voyez ici, oublions pour l'instant, alors je vais récupérer encore une fois le stylo dès que c'est possible. Voilà. Donc, oublions pour l'instant cette arête-là. Faisons comme si c'était une chaîne. Quand je prends un sommet dont le numéro est pair, ici, ce sommet dont le numéro est pair, il a au moins un voisin impair. Dans les faits, il en a deux. Ici, par exemple, le 2 a un voisin 1 et un voisin 3. Le 4 va avoir un voisin 3 et un voisin 5. De la même façon, si je prends tout sommet impair, tout sommet qui a un numéro impair a deux voisins qui ont des numéros pairs ou un voisin. Ce sommet-là, le 1, a un seul voisin, puisque j'ai oublié cette arête pour l'instant, qui a un numéro pair, c'est le sommet 2. Celui-ci, son prédécesseur, c'est 2P, il a aussi donc un voisin pair, et tous les autres ont deux voisins pairs. Donc si j'ai deux couleurs, je dispose de deux couleurs. Puisque chaque sommet pair a au moins un voisin pair et inversement, eh bien la seule possibilité dans ce cas-là, c'est de donner une des couleurs à tous les sommets pairs et l'autre couleur à tous les sommets impairs. Je n'ai pas le choix. Et vous voyez que si je fais ça, ces deux sommets-là, finalement, qui sont reliés par cette arête que j'avais oubliée dans un premier temps et que je remets, étant impairs, eh bien, vont avoir la même couleur, ce qui n'est pas possible, ce qui m'implique le fait que j'ai besoin d'une troisième couleur. Et donc, en effet, ça revient à dire que tout cycle de longueur impaire a un nombre chromatique qui est égal à 3, et que donc, en effet, je ne peux pas colorier un cycle impair avec deux couleurs. Donc ça, c'est la première proposition dont j'ai besoin. Alors, deuxième chose, je vais juste l'indiquer ici. Je pense, pardon, il manque un slide, je vois. Oui, alors je vais le faire à la main ici. Deuxième chose, si vous prenez un graphe et que vous considérez une coloration propre de ce graphe-là, donc, si je prends un graphe G, et maintenant je vais prendre G', un sous-graphe de G, qu'il soit partiel ou qu'il soit induit, ne change rien. Qu'est-ce que je peux dire du nombre chromatique de G, c'est-à-dire le plus petit nombre de couleurs nécessaires pour colorier G de façon propre, par rapport au nombre chromatique de G'? Eh bien, vous voyez que
si je sais colorier G avec K couleurs, de façon propre. Passer de G à G' revient à dire finalement que j'enlève dans G soit des arêtes, soit des sommets, soit les deux. En enlevant dans G colorié avec ces K couleurs des arêtes ou des sommets, eh bien, ça reste une coloration propre dans G'. Je ne peux pas créer de conflit entre deux sommets qui ont la même couleur si je ne rajoute pas d'arêtes. Et finalement, ça reviendra à dire que cette coloration propre de G avec K couleurs me donne une coloration propre de G' avec O plus K couleurs. Donc là, je suis dans ce cas dans lequel une coloration de G m'implique une coloration propre de G'. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que si je pars d'une coloration propre de G' et que pour obtenir G, je rajoute éventuellement des arêtes et des sommets, eh bien, ça ne me donne pas une coloration forcément propre de G, voire pas une coloration du tout. Donc, les colorations de G impliquent des colorations de G', mais l'inverse n'est pas vrai. Vous voyez que l'on a cette propriété, c'est que si G' est un sous-graphe de G, alors le nombre chromatique de G' est inférieur ou égal au nombre chromatique de G. Si donc ce G' est un cycle impair, eh bien, la coloration du graphe qui contient ce cycle impair étant supérieure à ce cycle impair, sachant que son nombre chromatique est à 3, eh bien, dans ce cas-là, oui, un graphe qui contient un cycle impair ne peut pas être 2 coloriable. Et donc, j'ai montré que si mon graphe contient un cycle impair, donc B bar, B, je vous rappelle, B c'est ceci là. Donc, si mon graphe contient un cycle impair B bar, alors dans ce cas-là, il n'est pas de coloriable A bar, et donc je viens de vous montrer que 1 implique B. Maintenant, nous allons prouver l'inverse, c'est-à-dire que B implique A. Et c'est là où on va voir apparaître l'algorithme. Bien. Alors, comme souvent dans ces cas-là, si on pense à un graphe qui ne contient pas de cycle impair, bah, on en connaît un certain nombre, ce sont les graphes qui ne contiennent pas de cycle du tout. Les graphes qui ne contiennent pas de cycle du tout ne contiennent pas de cycle de longueur impair. Donc déjà, première question, puisqu'on va s'intéresser aux graphes les plus simples, qui sont ces arbres, est-ce que je peux colorier un arbre avec 2 couleurs? Alors pour ce faire, eh bien, je vais partir d'un sommet de départ qui va être le sommet qui est ici, donc qui est là, enfin, je récupère encore, qui va être donc le sommet ici étiqueté 0. Et puis, je vais considérer la hauteur de chaque sommet relativement à ce sommet-là, c'est-à-dire la distance entre le sommet que vous pouvez appeler la racine, pour qu'on se rassure, et eux-mêmes. Donc, vous avez les sommets qui sont de hauteur 1, les sommets de hauteur 2 et les sommets de hauteur 3. Donc là, je considère cet étiquetage à partir d'un sommet désigné au départ, cet étiquetage des sommets de mon arbre par les hauteurs. Bien. Une fois que j'ai ça, la question c'est est-ce que 2 sommets qui ont des hauteurs impaires, ou paires, peuvent être voisins? Dans l'exemple que je donne ici, vous voyez que tous les sommets qui ont des hauteurs impaires n'ont que des voisins qui sont de hauteur paire et inversement. Alors, imaginons donc qu'on soit dans ce cas-là. Alors, intuitivement, on se dit oui, évidemment, ce n'est pas possible. Maintenant, il faut le prouver, il faut donner un argument quand même. Donc, considérons ici le sommet de hauteur 0, comme toujours. Puis, je vais prendre 2 sommets voisins dans mon arbre et je vais considérer que ces 2 sommets sont de hauteur impaire. L'un avec la valeur 2p plus 1, l'autre 2q plus 1. Si ce sommet, prenons 2p plus 1 comme étant la plus petite des deux. Si les deux sont égales, on prend n'importe lequel. Ça revient à dire quoi? Que ce sommet U soit de hauteur 2p plus 1. Ça revient à dire qu'il existe une chaîne du sommet 0 jusqu'au sommet U qui est de longueur 2p plus 1, qui est donc la branche qui l'amène jusqu'à ce sommet-là. Si je prolonge avec cette arête, ici cette chaîne, la chaîne que j'obtiens, elle est de longueur 2p plus 2, qui est paire et qui est donc différente de 2q plus 1. Donc si ce sommet-là, V, a une hauteur de Q plus 1, ça ne peut pas être à partir de ce prolongement de la chaîne qui est en rouge au-dessus.
Donc, il existe une autre chaîne que j'ai mis en verte de cette façon-là qui va arriver à ce sommet. Et comme j'ai un arbre, cette chaîne, elle peut avoir une partie commune avec la rouge et ensuite s'éloigner. Mais si elle arrive au sommet V, vous voyez que dans ce cas-là, ce que je vais obtenir ici, c'est un cycle, et que comme mon graphe est un arbre, un tel cycle n'existe pas. Donc non, deux sommets voisins dans mon arbre ne peuvent pas être tous les deux de hauteur impaire ou tous les deux de hauteur paire. Et donc, vous voyez que pour maintenant résoudre mon problème de coloration sur mon arbre, eh bien, il suffit que je dise que je vais donner une des couleurs, par exemple la blanche ici, à tous les sommets de couleur paire, l'autre couleur, la bleue, à tous les sommets de hauteur impaire, et par la propriété que je viens de montrer, ça veut dire que c'est une coloration propre de mon arbre. Donc oui, avec ce petit algorithme basique, puisque c'est un algorithme, je montre que tout arbre peut être colorié de façon propre avec deux couleurs. Bien maintenant, la question c'est, est-ce que je vais pouvoir utiliser cette propriété, en ayant étudié un cas de base, pour essayer de répondre à mon théorème, pour montrer que s'il n'y a pas de cycle de longueur impaire, alors mon graphe est deux coloriable. Prenons pour ce faire un graphe quelconque. Alors là, vous voyez que j'ai pris un graphe dans lequel, justement, il y a des cycles de longueur impaire, mais bon, on verra cette propriété-là. Et je vous propose donc un algorithme dont j'ai donné les grandes lignes, mais qui reprend des algorithmes que l'on a vus jusqu'à maintenant. Première chose, dans ce graphe, je considère un arbre couvrant. On avait déjà vu que dans un graphe connexe, il y a toujours au moins un arbre couvrant. Donc ici, c'est l'arbre couvrant qui est en rouge. Donc j'oublie les autres arêtes et voici mon arbre. Là maintenant, je vais utiliser la propriété que nous venons de montrer. C'est-à-dire, eh bien, je vais désigner un sommet comme étant le sommet 0, la racine, et puis je vais étiqueter chaque sommet de cet arbre par sa hauteur. Pas par une notion de distance dans le graphe en entier, mais uniquement par sa hauteur dans cet arbre. Et puis, à partir de là, je vais appliquer l'algorithme de coloration, c'est-à-dire que je vais dire que je vais colorier tous les sommets de hauteur paire avec une couleur, ici le bleu, et tous les sommets de hauteur impaire avec une autre couleur, ici le blanc. Pardon. Bien, une fois que j'ai fait ça, j'ai donc une coloration propre d'un sous-graphe couvrant cet arbre de mon graphe. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, quand je vais remettre les arêtes manquantes, ça ne sera peut-être plus une coloration propre. Remettons donc les arêtes qui manquent. Eh bien, quand on remet les arêtes qui manquent, de deux choses l'une. Ici, pardon, j'essaie de récupérer encore une fois le stylo. Le jour où on pourra de nouveau être en présentiel, je rêverai d'avoir une masse et de taper sur un carton du logiciel Zoom. Je pense qu'il faudra qu'on se paye ce plaisir. Alors, donc ici, quand on est dans cette situation, vous voyez que vous avez des arêtes comme celle-là. Quand je les rajoute, qui n'étaient pas dans mon arbre, quand je les rajoute, eh bien, ça tombe bien, elles connectent deux sommets qui avaient une couleur différente dans mon arbre. Donc là, bonne nouvelle. Par contre, si je rajoute, par exemple ici, quand je rajoute cette arête que j'avais enlevée pour mon arbre, eh bien ici, vous voyez que j'ai deux sommets qui ont la couleur 1 qui vont être reliés par une arête. Et donc, dans mon exemple ici, quand je remets les arêtes qui n'étaient pas dans l'arbre couvrant, eh bien ma coloration, qui était une coloration propre avec deux couleurs dans mon arbre, n'est plus une coloration propre. Et donc, finalement, la situation que nous allons devoir regarder, c'est une situation dans laquelle, par rapport à mon arbre de départ, quand je considère la racine et puis les arêtes de cet arbre qui sont en rouge, eh bien, ça revient à dire que, finalement, le problème, c'est si dans le graphe, il existe une arête qui n'est pas dans l'arbre et qui connecte deux sommets U et V qui sont soit tous les deux de hauteur paire, soit tous les deux de hauteur impaire. Si je regarde la situation, eh bien, la situation que je vais avoir, par exemple, c'est donc le fait de dire que, puisqu'ils sont d'une certaine valeur de hauteur, c'est de par la chaîne qui les relie à la racine. Donc, vous avez ici la chaîne qui va de la racine à U, ici la chaîne qui va de la racine à V.
Ces deux chaînes peuvent avoir une partie en commune et à un moment donné, alors au pire, ce sommet-là, c'est la racine, à un moment donné, vont se séparer et vont atteindre chacun les deux sommets. Donc ici, on a cette propriété. Alors vous voyez par exemple ici, hein, si je prends, alors ils ne sont pas reliés par une arête, mais je prends ces deux sommets U et V, vous voyez qu'ils ont finalement le début de la chaîne qui est la même, et puis ensuite ça se sépare en deux pour atteindre chacun leur sommet là. Dans tous les cas, c'est ce que l'on aura dans l'arbre en termes de chaîne entre la racine et les sommets. Bien. Nous allons maintenant regarder ces cas-là. Imaginons donc que j'ai une arête entre deux sommets U et V qui était dans le graphe et pas dans l'arbre, et qui relie deux sommets U et V de l'arbre qui ont une hauteur impaire, puisque c'est ça qui va m'intéresser. Et finalement, ce que je vais chercher à savoir, c'est quelle est la longueur du cycle que j'ai ici et qui est au milieu, ce cycle-là. Donc, considérons ici que U est de hauteur 2x plus 1 et V de hauteur 2y plus 1. Donc, comme je vous l'ai indiqué, ces deux chaînes de longueur 2x plus 1 vers U et 2y plus 1 vers V à partir de la racine peuvent avoir d'abord une partie commune. Cette partie commune peut être de longueur Q. Et ensuite, elles vont se séparer. Donc, vous voyez que ici, la longueur de cette portion-là, ça va être 2x plus 1 moins Q. Et que pour la même raison, la longueur de cette portion ici va être égale à 2y plus 1 moins Q. Donc, quand je vais regarder la taille de ce cycle, eh bien, je vais avoir d'abord 2x plus 1 moins Q, plus 2y plus 1 moins Q, plus une, celle-ci, ce qui est ici. Et ça revient donc à dire que forcément, le cycle que j'ai au centre est un cycle de longueur impaire. Donc, première chose, si il existe une arête dans le graphe qui relie deux sommets de hauteur impaire dans l'arbre couvrant, alors forcément, il existe un cycle de longueur impaire dans le graphe. Alors, si j'avais pris maintenant des valeurs paires, c'est-à-dire, je ne pense pas que je l'ai mis après, je vais le mettre ici. Cette fois-ci, c'est plus 2x plus 1 mais 2x, c'est plus 2y plus 1 mais 2y. Vous voyez que la seule chose que ça revient à faire, c'est d'enlever les plus 1 qui sont ici. Et dans ce cas-là, vous avez toujours une longueur impaire. Et donc là aussi, s'il existe dans le graphe G une arête qui n'était pas dans l'arbre et qui relie deux sommets de hauteur paire, alors forcément, mon graphe contient un cycle de longueur impaire. Ce que cela veut dire, c'est que si mon graphe au départ ne contient pas de cycle de longueur impaire, B, alors forcément, mon algorithme qui correspond à tout d'abord choisir un arbre couvrant, colorier de façon propre cet arbre couvrant avec deux couleurs, puis remettre les arêtes qui manquaient du graphe à l'intérieur, eh bien, s'il n'y a pas de cycle de longueur impaire, ce que ça me donne, c'est une coloration propre de mon graphe en entier avec deux couleurs, c'est-à-dire A. Et donc ici, je viens de prouver le théorème et donc de montrer qu'en effet, un graphe peut être colorié de façon propre avec deux couleurs, son nombre chromatique est 2, si et seulement si il ne contient pas de cycle de longueur impaire. Et donc, ici, vous voyez, si je reprends cette notion-là, je refais juste l'algorithme, cette fois-ci. Je prends un graphe. Je prends dans ce graphe un arbre couvrant. Donc, pour ce faire, je prends un algorithme de parcours, profondeur, largeur. On reviendra dessus, ce n'est pas important. Je vais donc étiqueter chaque sommet par sa hauteur, en faisant là aussi un parcours en largeur dans cet arbre à partir du sommet de départ. Ensuite, je colorie d'une couleur les sommets de hauteur paire et d'une autre couleur ceux de hauteur impaire. Ensuite, je rajoute les arêtes qui étaient dans le graphe et pas dans l'arbre, et je regarde les extrémités. De deux choses l'une. Soit quand je remets ces arêtes, la coloration propre avec deux couleurs de mon arbre reste une coloration propre avec deux couleurs de mon graphe, et ça veut dire que mon graphe est deux coloriable. Soit il existe ne serait-ce qu'une seule arête du graphe qui n'était pas dans l'arbre, qui connecte deux sommets de même couleur dans l'arbre,
Dans ce cas-là, ça revient à dire que mon graphe contient un cycle de longueur impaire. Et par le théorème, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'essayer un autre arbre ou une autre racine, puisqu'il contient un cycle de longueur impaire, vous ne pourrez pas le colorier avec deux couleurs. Et donc, vous avez ici un algorithme qui vous permet assez facilement de décider si vous pouvez colorier un graphe avec deux couleurs ou non. Mais ça ne répond qu'à cette question-là. Ça répond à la question, est-ce que je peux le colorier ou non de façon propre avec deux couleurs? Si je peux décider si un graphe peut être colorié ou non avec trois couleurs, eh bien, ce problème-là, la seule manière de le résoudre de façon exacte, sauf si tous les problèmes sont faciles, mais la seule manière, c'est d'essayer toutes les manières de le colorier avec trois couleurs et de regarder s'il y en a une qui fonctionne, c'est-à-dire que vous avez un algorithme dont la complexité explose et devient exponentielle. Vous avez ce qu'on appelle une explosion combinatoire. Après, bon, je ne reviens pas sur la digression. Si vous revenez me voir dans quelques années, dans 2 ans, on reparlera de cette notion-là. Mais vous voyez que c'est un problème qui devient très vite difficile à résoudre, de trouver le nombre chromatique d'un graphe. On peut le faire pour 2, à partir de 3, on ne sait plus faire de façon efficace. Maintenant, je vais revenir à Lord Guthrie. Revenons sur donc ce que l'on avait vu tout à l'heure sur cette question de coloration de nos cartes géographiques et de cette fameuse conjecture des 4 couleurs. Alors j'ai mis la Terre est ronde. La Terre est ronde, c'est quand même pour rappeler que quand vous avez dessiné une carte géographique, ça revient à dire qu'il existe une manière de dessiner vos zones sur un plan, au pire sur une sphère, sans que vous ayez des zones qui se croisent ou qui se rebouclent entre elles, etc. On peut donc le dessiner sur cette sphère ou sur un plan. C'est un peu le même cas d'ailleurs pour les molécules. Les gens qui sont en double licence bioinfo doivent voir ce que je veux dire, c'est que l'immense majorité des molécules peuvent être plongées sur une sphère. C'est-à-dire que par les questions d'équilibre de force physico-chimique entre les atomes, dans la plupart des cas, quand on les déplie un petit peu, eh bien, on s'aperçoit qu'elles tiennent comme ça, qu'on peut les dessiner sur un plan sans croiser des liaisons entre elles. C'est une de ces propriétés qu'on retrouve très fréquemment, même sur des grosses molécules comme les mitochondries ou comme les protéines, quand on les déplie réellement, il y en a très peu dans lesquels on ne puisse pas les dessiner de cette façon-là. Alors, donc, puisque la Terre est ronde, vous voyez que quand je suis passé ici de ma carte, que j'ai pris le graphe qui est ici et que je vais jusque-là, je vois que j'ai une propriété ici dans le dessin qui arrive, c'est que j'ai 2 arêtes ici qui se croisent. Alors, je vais encore une fois récupérer le stylo. Donc, ici, vous voyez que j'ai ces 2 arêtes-là, ici. Quand je dessine le graphe tel que je l'ai dessiné ici, les 2 arêtes se croisent. Mais j'aurais pu le dessiner autrement. C'est-à-dire que dans le cas qui est là, j'aurais pu simplement ici, en ramenant le sommet qui est en bas à droite vers le milieu du triangle qui est juste au-dessus de lui, pardon, donc vous voyez ici que par cette manière-là, je peux redessiner ce graphe de façon à ce qu'aucune arête, aucune paire d'arêtes ne se croise. Donc, si je reviens dans la chose de départ, ça revient tout simplement à dire ici que j'aurais pu prendre le sommet, alors que je vais essayer de dessiner là, voilà. J'aurais pu prendre ce sommet-là, le monter un petit peu, vous voyez, le monter dans sa zone, alors j'espère que vous voyez, dans le bleu, descendre un peu celui-ci plus bas ici, et j'aurais pu avoir un dessin sans croisement d'arête. Donc, vous voyez ici une propriété apparaître, c'est que dans ce cas-là, eh bien, il existe une manière de le dessiner, ce graphe-là, sans que 2 arêtes ne se croisent. Eh bien, on va définir ici une propriété qui est la notion de graphe planaire. Et on va dire qu'un graphe est planaire si et seulement si il existe une manière de le dessiner sur un plan sans que 2 arêtes ne se croisent. Ça ne veut pas dire que toutes les manières de le dessiner ont cette propriété. Vous voyez que dans ce graphe-là,
il existe une manière de le dessiner avec un croisement d'arêtes, mais il en existe au moins une de le dessiner sans croisement d'arêtes. Et donc, la question ici que l'on s'était posée, c'est le fait de se dire, est-ce que quand je reprends finalement les cartes géographiques, tous les graphes que j'ai ont cette propriété, c'est-à-dire que ce sont des graphes planaires, c'est-à-dire qu'il existe une manière de les dessiner sans croisement d'arêtes. En fait, la réponse est oui. Je vais juste donner une intuition parce qu'elle est géométrique, je dirais, dans le plan. C'est que si à un moment donné, vous avez, donc ça a été montré, ça justement, par Bourbaki, par des topologistes. Si vous avez à un moment donné deux zones qui ont une frontière commune. Alors vous savez que, par exemple, dans le droit international, pour que on peut dire que deux pays est une frontière, je crois qu'il faut au moins une partie commune de 100 mètres, quelque chose de ce genre-là. Ça ne peut pas être un point fixe. Qui fait que les deux sommets qui correspondraient à ces deux zones, Z1 et Z2, est une arête en commun. Et qu'il n'y ait pas d'autre manière de dessiner ce graphe sans que deux autres sommets ici, reliés par une arête, ne croisent cette arête-là. Ça reviendrait à dire ici qu'il faudrait que deux zones ici, Z3 et Z4, aient aussi une frontière commune. Et vous voyez qu'on ne peut pas avoir simultanément Z1 et Z2 qui est une frontière commune, et Z3 et Z4 qui est une frontière commune dans ce cas-là de croisement d'arêtes. Et donc, ça veut dire qu'il n'existe pas de graphe issu de cartes géographiques dans lequel il n'y a pas une manière de les dessiner sans croisement d'arêtes, c'est-à-dire que ici, tous les graphes que l'on obtient à partir de cartes géographiques sont des graphes planaires. Et donc, la conjecture que j'avais faite tout à l'heure revient à dire, est-ce que tout graphe planaire peut être colorié avec 4 couleurs? Mais déjà, la première question qu'on peut se poser, et sur laquelle je terminerai ici, c'est finalement, est-ce que tous les graphes sont planaires ou est-ce qu'on peut caractériser un graphe et dire facilement s'il est planaire ou pas? Alors, on peut imaginer pour des graphes, pour savoir s'ils sont planaires ou non, on va essayer toutes les manières de le dessiner en déplaçant sur un plan les sommets, en dessinant, en regardant, etc. Donc là, vous avez un graphe avec quelques sommets. Imaginez un graphe avec une centaine, un millier, 10 000 sommets avec un degré assez élevé, vous voulez savoir s'il est planaire, ben, votre algorithme il va tourner pendant plusieurs siècles pour essayer de trouver. Et puis, au bout du compte, de savoir est-ce qu'il a essayé tous les cas possibles ou non va devenir assez compliqué. Donc, c'est un algorithme absolument insoluble. Donc, ce n'est pas par le dessin qu'on va pouvoir résoudre cette chose-là. Eh bien, nous allons donc, je vous montre cette personne, nous allons donc aller vers un des résultats dans la théorie des graphes du XXe siècle, qui est l'un des plus jolis, qui a eu d'énormes conséquences et qui a été montré par un mathématicien polonais dans les années 30, qui s'appelait Kuratowski, et qui s'est intéressé à cette question et qu'il a fait, comme on le fait souvent, c'est qu'il a commencé à se dire, je vais regarder finalement à partir de quand je vois apparaître des graphes qui n'auraient plus cette propriété en augmentant le nombre de sommets. Donc, avant d'aller dans le slide suivant, il y a une question? Alors, si je prends tous les graphes à 2 sommets, pour commencer, les graphes à 2 sommets, mais les graphes connexes, parce que je m'intéressais qu'aux graphes connexes, à 2 sommets, j'en ai pas beaucoup. J'ai celui-là, et celui-là, il est planaire. Donc oui, premier métathéorème, tout graphe de 2 sommets est planaire. Ensuite, je passe à 3 sommets. Tout graphe connexe de 3 sommets est le sous-graphe couvrant du graphe complet à 3 sommets. Autrement dit, quand vous avez un graphe à n sommets, vous pouvez toujours l'obtenir en enlevant des arêtes du graphe complet à n sommets. Comme le graphe complet à 3 sommets est planaire, eh bien tout graphe à 3 sommets connexe va être planaire. Donc, tous les graphes à 3 sommets sont planaires. Prenons les graphes à 4 sommets. Si je considère ici le graphe complet à 4 sommets, est-il planaire? Bien, ici, vous voyez que ce dessin-là n'est pas planaire, mais c'est un peu le cas qui est au-dessus. Mais si je le redessine de cette façon-là, le graphe que j'obtiens maintenant est planaire. Donc, le graphe complet à 4 sommets est planaire. Et donc, tout graphe à 4 connexe à 4 sommets est planaire. Bon, ça veut dire où est-ce qu'il va s'arrêter? Eh bien, on va prendre le graphe complet à 5 sommets. Donc, quand on prend le graphe complet à 5 sommets, on va se dire, eh bien, dans ce cas-là, vous voyez que ce graphe-là
comme ça tout de suite, essayer de le dessiner de façon planaire n'est pas forcément évident. Ce que l'on peut voir aussi dans ce graphe, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas parlé d'isomorphisme ou d'automorphisme ici, mais ce qu'on voit, c'est que tous les sommets sont dans la même situation. Ils sont tous équivalents, vous pouvez toujours tourner ce graphe dans tous les sens, à remplacer les sommets par les autres, etc. dans le dessin, vous obtiendrez le même graphe. Donc, c'est-à-dire aussi que toutes les arêtes sont équivalentes. Alors, pour ça, Kuratowski, il est allé chercher, là aussi, quelqu'un qui faisait de la géométrie, disons, qui s'appelait Jordan. Et Jordan avait travaillé sur les intersections de surfaces convexes. Il avait fait un théorème qu'on appelle celui parfois des anneaux du magicien, qui paraît assez basique quand je vais le réduire à cette situation-là. C'est que si vous prenez deux surfaces, si vous voulez, qui ont une intersection unique, comme ça, pleine et continue, c'est-à-dire pas plusieurs, une seule, eh bien, ces deux surfaces-là vont s'intersecter sur exactement 2 points. Ça revient à dire donc que si je regarde ça au niveau des cycles, tous les cycles présents dans ce graphe-là, vous voyez, il y a plein de cycles différents, vous pouvez avoir, je vais en dessiner quelques-uns, vous avez évidemment ce cycle-là, vous avez ce cycle-là, etc. Vous en avez énormément. Tous ces cycles-là doivent pouvoir être dessinés d'une certaine façon, et comme ils vont avoir des morceaux en commun quand ils ont des arêtes et des sommets en commun, vous voyez que si deux cycles à un moment donné s'intersectent dans le dessin, forcément, c'est sur deux sommets. Puisque je veux le dessiner de façon planaire, ce point-là ne peut être qu'un sommet, celui-là aussi. Et donc, ce qu'a fait simplement Kuratowski, c'est qu'il a compté le nombre de cycles, il a compté le nombre de sommets, il a vu que pour pouvoir le dessiner de façon planaire, il n'y avait pas assez de sommets, et que donc à un moment donné, il fallait bien qu'il y ait deux cycles qui se croisent sur une arête. Et donc, il a montré que le graphe complet à 5 sommets n'était pas planaire. C'est le premier graphe qu'on a montré à ne pas être planaire. Mais il a montré plus fort que ça. Il a montré que si sur le graphe, dans ce graphe complet, vous enleviez simplement une arête, n'importe laquelle, puisqu'elles sont toutes équivalentes, eh bien, vous faisiez baisser le nombre de cycles, et à partir de ce moment-là, le graphe complet à 5 sommets moins une arête, en gardant les extrémités, bien sûr, devient de nouveau planaire. Donc, en termes de nombre de sommets et de nombre d'arêtes, le graphe complet à 5 sommets est le premier graphe, je dirais, qui n'est pas planaire. Ensuite, eh bien, sûrement qu'il est allé déjeuner, ensuite il est revenu, ou peut-être ça lui a pris un petit temps pour prouver ça, il a regardé les graphes à 6 sommets. Et pour les graphes à 6 sommets, déjà, les graphes à 6 sommets qui contiennent K5 ne peuvent pas être planaires. Un graphe planaire ne peut pas contenir de sous-graphes qui ne soient pas planaires, parce que sinon on aurait une possibilité de les dessiner de façon planaire en partant du grand graphe de départ. Et parmi les graphes à 6 sommets qui ne sont pas planaires, qui ne contiennent pas K5, eh bien, il a montré qu'il y avait un graphe à 6 sommets ici, qui était celui-là, c'est-à-dire un graphe, alors justement ce qu'on appelle bipartite, 2 coloriables avec 2 paquets de sommets, un de chaque côté, avec toutes les arêtes possibles entre les sommets de droite et les sommets de gauche, j'en ai oublié, voilà. Et ce graphe-là, eh bien, c'est le graphe complet à 2 morceaux de taille 3, on l'appelle 4x3. Il a dit, ce graphe, il a montré par les mêmes arguments de Jordan, que dans ce graphe-là à 6 sommets, c'était un graphe qui ne contenait pas K5 et qui n'était pas planaire. Par contre, si dans ce graphe-là, encore une fois, on enlevait une arête, n'importe quelle arête parmi toutes celles qui sont là, on a de nouveau un graphe planaire. Donc en fait, il avait ici les 2 premiers graphes qui n'étaient pas planaires. Pour les graphes à 5 sommets, tous les graphes tout le graphe complet à 5 sommets. Et pour les graphes à 6 sommets, ceux qui contiennent K5 et ceux, finalement, qui contiennent K3-3. Alors vous allez dire, mais où est-ce qu'il va s'arrêter Parce que là, maintenant, je vais vous parler des graphes à 7 sommets, etc. Et c'est là où le résultat est extrêmement fort. C'est que ce qu'a montré Kuratowski, c'est que le fait qu'un graphe ne soit pas planaire est uniquement contenu dans ces 2 petits graphes. C'est ces 2 petits graphes qui, pour l'infinité des graphes, quelle que soit leur taille et le nombre de sommets,
contient à eux seuls la propriété de planarité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? On va aller un petit peu plus loin. Je vous donne les intuitions. Si vous reprenez ici, donc, on a donc dans ce cas-là, encore une fois, le K5 et le K3,3 qui ne sont pas planaires. Donc, ça veut dire que tout graphe, déjà, ça c'est une première propriété, contenant soit K3,3, soit K5, n'est pas planaire. Parce que si un graphe contient un sous-graphe qui n'est pas planaire, ben, il ne peut pas être dessiné de façon planaire. Mais prenons ce graphe-là. Ce graphe-là ne contient ni K5, ni K3,3. Donc, a priori, il pourrait être planaire. Sauf que quand vous prenez ce morceau du graphe, ce sous-graphe-là, qui est connexe, ça c'est important. Vous voyez donc que, comme il est connexe, il forme une continuité, c'est-à-dire qu'aucune autre arête ne pourrait traverser ce sous-graphe sans croiser une de ces arêtes, puisqu'il n'y a pas de trou à l'intérieur. Et donc, si je contracte ici ce sous-graphe-là, vous voyez que ce que j'obtiens, c'est K5. Alors, contracter, ça veut dire quoi? Ça reviendrait à dire que je vais contracter des arêtes de façon consécutive. Je vais d'abord contracter ces deux arêtes-là qui vont faire que ces deux sommets vont devenir un seul, et qu'aussi ces deux arêtes-là, celle-ci et celle-là, vont devenir une seule arête, par exemple. Non, pardon, ça va être après. Ici, je vais contracter ces deux-là, ensuite, je vais contracter ces deux-ci, etc. Et donc, c'est une suite de contractions consécutives d'arêtes qui peuvent m'amener ce graphe de départ jusqu'à K5. On dira, comme je vais vous le dire, que le graphe de départ est homéomorphe à K5. C'est de l'homéomorphisme. Et vous voyez qu'en effet, si j'étais capable de dessiner ce graphe-là de façon planaire, ça voudrait dire que j'aurais à un moment donné un sous-dessin planaire de ce graphe-là, que je pourrais transformer en un gros sommet. Et donc, puisque j'avais au début un dessin planaire, ça me donnerait un dessin planaire de K5, ce qui n'est pas possible. Et donc, ici, vous avez cette propriété qui dit que si par contraction consécutive d'arêtes, je peux amener un graphe de départ soit à K5, soit à K3,3, il n'est pas planaire. Sinon, ce qu'a montré Kuratowski, c'est que si ce n'est pas possible de le contracter par contraction consécutive, de l'amener à K3,3 ou à K5, il est planaire. Il n'y a pas d'autre contraction impossible. Donc, c'est le fameux théorème de Kuratowski. J'ai dû mettre après, dès que je pourrai ici. Cette chose-là. C'est que, il dira que donc, un graphe qui est homéomorphe à un autre graphe, c'est que vous pouvez, à partir du premier, arriver au second par contraction consécutive d'arêtes. Et ce qu'a montré Kuratowski, c'est qu'un graphe est planaire si et seulement si il n'est homomorphe ni à K5, ni à K3,3. Et donc, là, ça a été un premier résultat fondamental. Et vraiment un très joli résultat qui fait appel à pas mal de techniques. Seulement, si on se replace à cette époque-là et si on avait une logique d'algorithmicien, on aurait dit, voilà bien un résultat de mathématicien. Ça nous montre finalement, en effet, une caractérisation des graphes planaires sans utiliser finalement le dessin, ce qui est plutôt pas mal. Mais est-ce que cette caractérisation peut nous servir à décider si, étant donné un graphe, il est planaire ou non? En fait, là, il faudra attendre une trentaine d'années. Et vers la fin des années 60, deux chercheurs américains ont, à partir de ce résultat, donné un algorithme qui, en temps polynomial, par rapport à nombre de sommets du graphe, un algorithme en n puissance 4, permet de décider si justement un graphe est homéomorphe à K5 ou à K3,3 ou non. Et donc, qui a permis ici d'avoir un algorithme raisonnable pour, étant donné un graphe, décider si le graphe est planaire ou non. Il faut savoir que, comme je vous le disais, vous prenez les réseaux routiers qui sont quasiment planaires, il y a peu de tunnels en France entre deux autoroutes, vous prenez, ou de ponts, vous prenez les molécules, 90% des molécules, notamment les molécules du vivant, sont planaires, au moins, enfin je dis 90%, une grande quantité. L'ARN dont on parle beaucoup actuellement
l'ARN, il a tendance à être quasi planaire, même quand on regarde les liaisons tertiaires, etc., etc. Donc, savoir si le graphe est planaire ou même quasi planaire, donc, et ça, on arrive à le calculer, savoir s'il est planaire à juste quelques croisements d'arêtes près. Est quelque chose que l'on sait faire aujourd'hui et qui se retrouve dans beaucoup de cas. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que, et ça vous le verrez plus tard, il y a beaucoup de problèmes qui sont potentiellement difficiles dans les graphes quelconques et qui deviennent beaucoup plus faciles dans les graphes planaires. Par exemple, la coloration. Et donc, ici, on a ces algorithmes qui nous permettent de dire rapidement si un graphe est planaire ou non. Et si mon graphe est planaire, j'ai des algorithmes efficaces pour traiter des problèmes difficiles dans le cas planaire. Alors, ce qui reste évidemment par rapport à ça, c'est le fait que sur la coloration des graphes planaires, donc des cartes géographiques, comme je vous l'ai dit, même si on a un algorithme qui colorie de façon optimale, on n'a pas encore de preuves réellement acceptables et élégantes, je dirais, qui nous montrent que le nombre chromatique d'un graphe planaire est toujours inférieur ou égal à 4. On a une jolie preuve pour 5, mais pour 4, on ne l'a pas encore. Ça n'empêche pas d'avoir un algorithme polynomial qui, étant donné un graphe planaire, trouve le nombre chromatique. Donc voilà pour la coloration. Sur la planarité, je terminerai avec ça aujourd'hui, c'est que vous voyez qu'on peut avoir, comme dans le cas qui est au-dessus, des graphes planaires pour lesquels il existe plusieurs manières de le dessiner de façon planaire. Vous voyez dans l'exemple que je vous donne ici, eh bien, on a par exemple là le sommet F ici, que je rentre finalement à l'intérieur de la face qui est là, enfin du cycle qui est là, et donc mon F devient ici, et j'ai deux dessins du graphe planaire, d'un même graphe planaire. Alors, ces dessins, on peut les caractériser par ce qu'on appelle les faces. Vous voyez que comme j'ai un dessin planaire du graphe, eh bien, je peux regarder tous les cycles minimaux qu'il y a dans le graphe, c'est-à-dire des cycles plus petits, parce qu'en effet, j'ai des plus gros cycles, comme celui-ci, par exemple, qui est un cycle dans le graphe. Mais vous voyez que celui-ci, il est finalement une conjonction de ces deux-là, qui sont les deux plus petits, qui sont vraiment les cycles dessinés, hein, les cycles dessinés sur le plan. Et vous voyez ici, alors, première propriété, mais là je ne vais pas la montrer, même dans les deux dessins, le nombre de cycles est le même. Il ne faut jamais oublier le cycle qui va vers l'extérieur, hein, qui est le cycle ici vers l'extérieur. Vous voyez, vous en avez toujours 4. Et c'est une constante. Vous avez, alors, on n'appelle pas ça des cycles dans ce cas-là, on appelle ça une face. Et donc ici, vous avez des graphes qui ont 4 faces. Et si vous les dessinez de façon planaire, quelle que soit la manière de les dessiner, vous aurez toujours 4 faces. Alors, on pourrait dire comment est-ce qu'on pourrait coder les dessins? Eh bien, il y a des choses qui ont été proposées qui correspondent à dire que, eh bien, dans ce cas-là, on va regarder justement en prenant un sens de rotation les permutations induites par chacun des cycles. Vous voyez que ici, eh bien, j'ai le cycle le plus extérieur, A, B, D, F, C. J'ai le cycle ici, celui-là, hein, que j'obtiens en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est ABC et ainsi de suite. Et ce codage-là est un codage unique de façon de dessiner ce graphe avec ces faces-là. Et vous voyez que si je le dessine de façon différente, ici, j'ai un codage différent. Et ces codages-là sont appelés des cartes planaires. Les cartes planaires, c'est des codages, des dessins planaires de graphes planaires. Et beaucoup de choses sont aussi regardées dans beaucoup de domaines en regardant non pas simplement les graphes, mais les cartes planaires associées pour essayer d'avoir des propriétés entre elles. Bien. Eh bien, cette dernière considération, juste anecdotique sur les cartes planaires, termine un peu ce cours ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est à la fois comment est-ce que pour résoudre un problème, comme vous avez vu dans un graphe en complet, je vais d'abord regarder quel est le plus petit cas que je sais traiter, qui est un arbre, hein, pour la 2 coloration. Et une fois que j'ai établi que je savais traiter les arbres, est-ce que je peux utiliser cela pour traiter le cas des graphes généraux? J'ai utilisé 2 petits résultats. Je sais colorier un arbre avec 2 couleurs, et si j'ai un cycle impair, je ne peux pas le colorier avec 2 couleurs. Et comment, à partir de ces 2 éléments de base, je bâtis un algorithme et une preuve qui me résout mon problème. Donc ça, c'est la démarche qui peut être intéressante là-dessus. Et encore une fois, un algorithme, ça vient d'abord d'une propriété. L'algorithme, c'est de comprendre le problème par rapport à la structure que l'on doit traiter.
Et un algorithme, quand on le fait, il faut être en capacité soit de le prouver, soit de déduire un algorithme d'une preuve, et donc comme ça, il est certifié. Et il y a tout ce travail qui doit être fait d'un point de vue algorithmique. Et à votre niveau, pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de comprendre les preuves de ces algorithmes et de comprendre donc les algorithmes qui vont avec. Ça, c'est une chose importante. Le fait de dire, j'ai fait un algo, ça a l'air de tourner, j'ai testé sur 4-5 trucs, etc., ça, c'est bien pour les gugus qui se prennent pour des informaticiens sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas scientifique. Et le problème que l'on a, c'est quand justement on a les problèmes très difficiles, on n'arrive pas à prouver que, justement, on peut prouver que très probablement il n'existe pas d'algorithme simple pour les résoudre. Là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, vous verrez ça aussi dans les années à venir. Quand on veut faire les choses sérieusement, il faut essayer de résoudre le mieux possible et de donner le plus de garanties possible. Donc voilà un petit peu pour ces notions-là. Donc, écoutez, je vous souhaite, pour ceux que je ne verrai plus, bonne continuation et puis d'essayer d'avoir des jours meilleurs qui vont venir, pas dans les 2-3 mois qui viennent à mon avis, mais bon, ça sera plus bientôt qu'un mauvais souvenir. Et puis, vraiment, l'important, c'est de comprendre les concepts et les justifications. Hein. C'est pas Python qui est un informaticien, c'est vous. Et un informaticien, il utilise son cerveau avant d'utiliser ses doigts. Bientôt, d'ailleurs, vous dicterez vos programmes à des ordinateurs. Vous savez qu'il y a des générateurs Python qui, à partir de spécifications, vous génèrent pratiquement les programmes maintenant. Donc, ce dont on a besoin, c'est de vos crânes, surtout pour le futur. Voilà. Écoutez, je vous souhaite donc une bonne continuation. Pour certains, je vous dis à la semaine prochaine. Et pour les autres, je vous dis dans 2 ans, j'espère, que je vous reverrai en master après que vous ayez eu votre licence sans problème et sans échec. Voilà. À bientôt. Au revoir.